Bonjour, merci d'être venu cet après-midi pour cette table ronde sur la gestion de crise en entreprise étendue. Donc on a 3 intervenants, à force de dire autour de la table, le long de la table. Je vous laisse les découvrir rapidement. Olivier Lignol, groupe CISO EDF, qui est vice-président du Cézanne, également de Cézanne. Bernard Cardeba, RSSI Group Areva, qui est également vice-président du Cézanne. Le Cézanne, il y a beaucoup de vice-présidents. Le Cézanne est une grande organisation. Oui. Et Philippe Cottel, Head of Insurance Risk Management, qui est vice-président aussi de la commission cyber de l'AMPAE et qui est également membre du FERMA, qui est l'organisation européenne des risques managers, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est bien, on a un panel qui est assez, qui est peut-être un petit peu atypique par rapport à certaines tables rondes que nous avons l'habitude de faire dans le cadre des assises. On a de RSSI certes, mais également un risque manager. C'est aussi la volonté, s'il y a des personnes qui assistent à mes tables rondes depuis quelques temps, ça que j'aime bien aussi ouvrir vos métiers de RSSI un petit peu vers les autres fonctions de l'entreprise, que ce soit parfois RH, DSI bien sûr, et la risque management. C'était quand même l'occasion d'avoir un des représentants, notamment de l'AMRAI. Donc, comment gérer une crise dans le cadre de l'entreprise étendue ? Aujourd'hui, la gestion de crise, je pense que ces derniers mois, vous avez tous été plus ou moins touchés. L'intérêt qu'on a ici dans la gestion de crise de l'entreprise étendue, c'est qu'on sait que, et ça Guillaume Poupard l'a répété aujourd'hui, l'entreprise n'est plus solitaire dans son coin. Enfin aujourd'hui, il l'a répété assez souvent, l'entreprise n'est plus solitaire dans son coin. Elle travaille dans le cadre d'un écosystème avec des sous-traitants, des donneurs d'ordre. Donc tout ça, ça oblige quand même à travailler de plus en plus étroitement au niveau de sa sécurité informatique, technologique, numérique, enfin appelez-la, ou cybersécurité, appelez-la comme vous voulez, avec les parties prenantes. Et c'est un petit peu autour de cette problématique que nous allons échanger cet après-midi. Juste un petit mot d'organisation, nous avons 45 minutes, je vous laisserai 5-10 minutes à la fin pour les questions, n'hésitez pas si vous avez des questions, mais nous sommes obligés de libérer vraiment la salle à 6h moins le quart, 6h moins 10 maximum, puisque après nous avons une keynote, la keynote de Qualys, à laquelle je vous invite bien sûr tous, qui sera très intéressante. J'ai assisté à la répétition de tout à l'heure, ça va être très bien. Mais ça va être encore mieux cette table ronde. Alors, pour commencer, parce que c'est bien de parler d'entreprise étendue, mais peut-être définir ce qu'est l'entreprise étendue. Et là, je vais me tourner vers Bernard Cardeba, pardon. Peut-être une rapide définition de l'entreprise étendue. Oui, donc il y a de multiples définitions de ce qu'est une entreprise étendue. Ce que je vous propose, c'est que pour cette table ronde, on retienne celle-ci, c'est-à-dire qu'une entreprise étendue, finalement, c'est un ensemble d'organisations, d'entreprises qui partagent une communauté d'intérêts. Et cette communauté d'intérêts, elle est le plus souvent formalisée dans des contrats qui lient des partenaires, des clients et des fournisseurs. Ça, c'est la vision business. En termes de système d'information, finalement, l'entreprise étendue, elle est servie par une fonction système d'information qui dépasse la frontière technique propre à chacune des entreprises qui composent cette entreprise étendue. Et donc, à partir de ce moment-là, la gestion de crise de l'entreprise étendue va être impactée par la contexture du système d'information, par la topologie du système d'information. Philippe, peut-être vous voulez rajouter quelques éléments par rapport à cette définition, complétez-vous avec votre casquette de risk manager. Alors, il y a un point, généralement quand on parle d'entreprise étendue, on pense assez rapidement à l'entreprise et à l'ensemble de ses fournisseurs qui quelque part constituent, ils participent au produit final de l'entreprise. Je voudrais rajouter quand même aussi une autre dimension, c'est la dimension aval, la dimension client, qui de plus en plus fait partie intégrante de l'entreprise étendue.
Un exemple très concret, donc une société comme la nôtre, Airbus, on a aujourd'hui à gérer des données de nos clients, les airlines, de façon à pouvoir récupérer ainsi des informations sur la maintenance de nos avions et donc quelque part optimiser les services que l'on fait pour garantir une continuité de service. Donc l'entreprise étendue, c'est évidemment l'entreprise amont vers les fournisseurs, mais aussi aval vers les clients. Très bien. Bon, alors on a posé un petit peu le débat. Question suivante, et là je vais me tourner vers Olivier, mais je vous engage ensuite à répondre l'un et l'autre et à enrichir vos propos au fur et à mesure. Les avantages, les difficultés, les risques inhérents à l'entreprise étendue, parce que bon, il y a des avantages d'être en entreprise étendue, et on a là ce qui est très intéressant aussi dans cette table ronde, c'est d'avoir le duo EDF-Areva, bon, parce que vous travaillez étroitement ensemble, outre que vous êtes amis, je crois, tous les deux, Bernard et Olivier. C'est pour ça qu'il y a autant de vice-présidents. Voilà. Mais peut-être nous dire ce que ça signifie justement dans vos deux entreprises. Donc là, c'est un avantage. On parlera d'échange de bonnes pratiques, de compréhension, de maturité mutuelle, mais également des risques. Donc peut-être un peu nous dresser aussi ces différents points, Olivier. Alors je pense, pour compléter ce que viennent de dire mes deux camarades, je pense que l'entreprise étendue, et Bernard effectivement mentionnait ça d'une manière implicite dans sa définition, c'est-à-dire que l'entreprise étendue, elle va aussi probablement être liée dans un certain nombre de contextes, et certains sont d'ailleurs dans la salle, sur une communauté d'intérêts qui est liée à une filière. Et donc, en l'occurrence, effectivement, tous les deux, on est dans une filière particulière. Et donc, à ce titre-là, c'est même pas un avantage, c'est une nécessité, et c'est quelque chose d'inéluctable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut travailler sur des axes qui sont des axes communs entre plusieurs structures dans un même secteur, et donc, je pense que c'est pas par hasard que la loi de prévention militaire a séparé les différents secteurs pour qu'il y ait une vision qui est liée aux intérêts de ces différents secteurs. Et donc, à ce titre-là, il faut qu'on soit capable de fluidifier l'ensemble des processus, de partager des informations, de gérer le capital qui est dans le groupement d'intérêts, tout en bénéficiant de l'avantage de ses propres moyens de protection par rapport à ses propres intérêts. Et donc c'est bien, toute la difficulté qu'on a dans l'entreprise étendue, c'est de trouver un juste équilibre entre ces moyens communs de protection, et on est beaucoup plus efficace en ayant cette approche commune, tout en préservant l'intérêt de sa propre structure. Mmh. Bernard, peut-être rajouter quelques points par rapport à ce que vient de dire Olivier. Je pense que il a déjà dressé un panorama assez exhaustif. L'intérêt quand même d'avoir une logique filière, c'est que l'on va en même temps bénéficier du partage de la compréhension de la menace qui pèse sur nos entreprises respectives ou de la menace qui pèse sur le secteur. Donc face à la menace, on va pouvoir apprécier nos surfaces d'exposition respectives, voire collectives, et on va pouvoir trouver les bonnes réponses pour contrer les menaces le plus en amont. Voilà, donc je n'ai que ça à rajouter. D'accord. Philippe ? Je pense qu'il y a aussi quelque part une solidarité dans la gestion de la menace. Il est clair que si une société du secteur est impactée, c'est l'ensemble du secteur qui est touché en termes d'image et de réputation, et c'est la raison pour laquelle, au-delà des concurrences qui existent entre les entreprises, nous avons un intérêt commun à traiter et à partager des informations sur la menace de façon à préserver l'intérêt du développement du secteur en entier. C'est la raison pour laquelle Airbus notamment discute avec des concurrents directs comme Boeing, etc. Parce que sur les aspects menaces, c'est effectivement quelque chose qui ne peut pas être véritablement conservé en son sein. C'est quelque chose qui affecte l'ensemble du secteur.
Alors ça, on voit les points de rapprochement, on voit les points d'entente, mais vous êtes, même si faites partie de très grandes entreprises internationales, il n'y a pas toujours dans votre écosystème des sociétés de la même taille, de la même maturité en termes de système d'information, en termes de protection du système d'information. Comment on fait quand on a des SI qui sont très différents, quand on a des degrés de maturité très différents, pour gérer cette entreprise étendue, sachant que derrière, quand il y a crise, il va aussi, alors on va l'aborder ensuite, il va falloir aussi gérer ensemble. Olivier ? Alors, le premier aspect, c'est qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments critiques qui sont, eux, cloisonnés, interconnectés avec personne et qui ne sont donc pas assujettis à ce genre de risque. Après, il y a toujours, effectivement, comme tu viens de le mentionner, Florence, un certain nombre de sous-traitants, de filiales, de structures qui sont de tailles différentes et donc à ce titre-là, qui n'ont pas forcément les mêmes moyens ni la même maturité. Donc, il y a une vision globale à avoir et une coordination qui doit être faite déjà en tout cas chez nous, dans notre propre structure. Après, dans la perspective de l'entreprise étendue, on va avoir des points de vue qui sont liés à l'activité qu'on est en train de gérer. Et donc, par rapport à ça, on va regrouper l'ensemble des acteurs de manière à définir au minimum les règles de gouvernance et la manière avec laquelle on va mettre des mesures de sécurité pour pouvoir réagir et pour pouvoir gérer l'ensemble de la posture qu'on va pouvoir prendre face au degré d'agressivité de l'attaque sur des mesures qu'on aura préparées avant. Et donc, il y aura forcément... Alors, j'aime pas parler d'hygiène parce que je me rends compte qu'on est 5 ans après le discours de Patrick Paillou, ça fait long pour mettre en place l'hygiène, mais je pense plutôt... Ça se met en place petit à petit quand même. Mais je pense plutôt... Tu m'avais dit de garder la question pour cet après-midi. Et donc, je pense plutôt à finalement une étude d'impact par rapport à ce que pourrait nous poser un problème, puisqu'on est bien sur une communauté d'intérêt, comme l'a dit Bernard tout à l'heure. Et donc, à ce titre-là, c'est bien cet intérêt et les impacts que ça peut gérer qu'on veut protéger. Et donc, il faut qu'on mette le système d'information et les acteurs qui sont autour, les organisations et les processus, en ordre de marche pour pouvoir se défendre dans l'éventualité où ils sont agressés et que ça a un impact. Alors, ça, c'est sur le papier. Tu dis, il faut qu'on se mette en ordre de marche, il faut qu'on se réunisse. Concrètement, dans les faits, comment on fait ? Alors, dans les faits, il y a des organes de gouvernance. Donc, il m'arrive assez régulièrement d'être dans des réunions dans lesquelles, avec Bernard, on se croise. Et il y a la confrontation de points de vue qui sont liés aux cultures d'entreprise, qui sont liés à l'historique, qui sont liés à la nature même des systèmes d'information et des fonctions qu'elles rendent, sur lesquels on compare et on voit la manière avec laquelle, quand on les met côte à côte, on va potentiellement être exposé à des nouveaux risques ou couvrir un certain nombre de risques. Et donc ça se fait à travers des instances dans lesquelles on va prendre des décisions et ensuite mettre en œuvre des moyens techniques pour se protéger. Bernard, compléter là aussi, alors... ce que vient de dire Olivier, ou peut-être même élargir un petit peu plus d'ailleurs. C'est un exercice de style. Non. Après, je vais tourner dans l'autre sens. Donc en fait, ce dont on parle, c'est finalement, dans le cadre de l'entreprise étendue, c'est mettre en place une gouvernance globale de la cybersécurité. La particularité dans l'entreprise étendue, c'est que c'est à la fois une action unitaire et une action collective. Donc, quand on échange avec Olivier, on se renie ni l'un ni l'autre. On défend les intérêts de nos entreprises respectives et on défend les intérêts, au final, du secteur. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au titre de la gouvernance globale, quand on a des sujets d'intérêt technique commun, eh bien, on se réunit, on en parle, et on trouve le compromis, le consensus qui permet de gérer correctement les risques, l'un et l'autre, et collectivement. Et ce qui est important dans la dimension entreprise étendue, c'est bien de se dire l'un, l'autre et les deux ensemble. Mmh. Alors bien évidemment, ça nécessite... des échanges, ça nécessite une forme de confiance réciproque, ça nécessite une légitimité donnée par le management pour qu'il y ait des échanges techniques au bon niveau, avec la transparence nécessaire et suffisante, tout en conservant la confidentialité qui est également nécessaire pour la marche de nos entreprises respectives. Mmh. C'est pas parce qu'on est en mode entreprise étendue qu'on a fusionné les entreprises. Mmh. Et donc, les gens qui sont porteurs de ce management de la cybersécurité de manière globale, ils doivent gérer cette dichotomie et c'est ce qu'on s'attache à faire au quotidien.
Alors ça fait combien de temps tous les deux que vous travaillez justement ensemble? Parce que j'ai l'impression, que vous avez... un certain nombre c'est quasiment une question d'histoire de famille là, que tu poses. Il se trouve que ça fait plusieurs années que l'on travaille ensemble, et lorsqu'il y a des situations techniques, il suffit de regarder l'actualité, il y a suffisamment d'événements techniques qui potentiellement pourraient concerner l'un ou l'autre, que depuis un certain nombre d'années, on échange régulièrement. Et c'est comme ça qu'on se retrouve tous les deux vice-présidents. Ça, t'as pas fini de l'entendre. Hein, ça, j'ai l'impression, mais on reviendra tout à l'heure sur les événements de ces derniers mois. Philippe, Airbus est, je le rappelais, une très très grande entreprise avec beaucoup de sous-traitants. Comment justement on gère, quand on est une société comme la vôtre, tous ces sous-traitants avec ce niveau, en essayant d'avoir un niveau de sécurité, de gestion du risque maximum? Ça fait très longtemps qu'on avait identifié que parmi nos scénarios de menaces, la dépendance de sous-traitants et éventuellement la vulnérabilité de nos sous-traitants face à des attaques cyber pouvait être effectivement un risque et un scénario sur lequel on devait agir. On a effectivement lancé un certain nombre de choses, notamment en termes de partage d'informations de sécurité avec l'ensemble de la chaîne de sous-traitance. Je crois que Guillaume Poupard parlait ce matin effectivement de relations de confiance entre sachants responsables de sécurité. Effectivement, on considère que c'est de notre responsabilité d'agir et d'être proactif pour l'ensemble de la filière, de façon à préserver l'intérêt d'Airbus au final. On fait également un certain nombre d'audits de nos fournisseurs, de façon à les alerter sur des éléments de risque cyber à traiter. Mais je trouve qu'il y a des initiatives assez intéressantes qu'on est en train de développer, pas que Airbus, mais dont Airbus fait partie, pour l'ensemble du secteur aérospace. C'est dans le cadre d'une JV qui s'appelle Boost Aerospace, dans laquelle il y a Thales, Dassault, Safran et Airbus qui sont présents, et qui, au départ, est une sorte de cloud qui permettait de faire partager des informations entre des primes et des sous-traitants, de façon à pouvoir sécuriser le dialogue et par exemple du concurrent engineering, du procurement, ce genre de choses entre les primes et les sous-traitants. Mais on avait décidé de se mettre ensemble pour créer ce lien de communication sécurisé entre nous et les fournisseurs. Il y a une initiative qui est en train de se lancer, de pouvoir ensemble développer des standards de cybersécurité adaptés à notre secteur spécifique, et progressivement faire monter en compétence l'ensemble de notre chaîne de sous-traitance dans l'ensemble du secteur, que ce soit les sous-traitants Airbus ou des sous-traitants Thales ou des sous-traitants Safran. Et j'aime beaucoup cette initiative parce qu'elle coche beaucoup de cases. Elle coche des cases aussi en termes de risk management, de façon à pouvoir être capable de mettre en évidence les éléments de qualité du risque qui vont être propres à l'ensemble de ces sous-traitants, de les faire aussi de manière pragmatique monter en compétences. Il n'aurait pas été réaliste techniquement de leur demander du jour au lendemain de monter à un niveau extrême du point de vue technique, mais aussi du point de vue économique, parce que cette exigence-là aurait été répercutée dans des coûts qui seraient repassés côté prime. Donc c'est quelque chose qui est à la fois graduel. Et je suis vraiment associé à cette initiative, c'est parce qu'on va aussi associer à ça des niveaux de couverture d'assurance, de façon à ce que pour aider ces PME où la cyberassurance est extrêmement peu présente, leur permettre de pouvoir mieux dialoguer avec les assureurs sur la base de couverture que nous aurons prénégociée dans leur intérêt, et qui seront associés au niveau de standard de cybersécurité que nous aurons défini. De façon à ce que pour les assureurs également, ce soit plus facile de pouvoir comprendre la qualité du risque de la PME dans laquelle on parle. Je pense que toutes ces initiatives-là ont pour but de pouvoir améliorer la résilience de l'ensemble de la filière. De la chaîne. Alors justement, dans ces initiatives, qui sont les intervenants, le risk manager? Quels sont les autres intervenants? Vous
Vous travaillez aussi avec les RSSI, Bien vous sûr. travaillez aussi Oui, absolument. avec les auditeurs, je suppose. Oui, tout à fait. C'est véritablement en termes. Donc, c'est d'abord une initiative qui avait été prise par les RSSI. Il faut bien leur rendre hommage. Ah bah vous avez intérêt, ils sont 1000 là aujourd'hui. J'ai eu les dernières statistiques, donc vous sortez. Sinon, vous n'allez pas sortir. Mais vous voyez, je suis risk manager et je suis là aussi. Je suis très content d'être là. Mais je pense que c'est à la fois c'est bien de rajouter cette dimension risk management et assurantielle, de façon à adosser une garantie financière, de façon à permettre de la pérennité des structures. Et plus la structure est petite, plus elle est fragile et plus elle est sensible à un impact financier. Et donc, associer à ça des couvertures d'assurance, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ce sont aussi des compétences qui ne sont pas forcément très bien maîtrisées dans les entreprises. D'accord. Olivier, tu voulais peut-être ajouter quelque chose ou par rapport je rejoins complètement ce qui vient d'être dit sur le fait qu'il y a une problématique qui est en train de se généraliser. Déjà, il y a un point intéressant, d'ailleurs, qui a été discuté aussi au CIGREF, c'est le fait que le risque cyber, il est assez intéressant parce que c'est pas un risque qu'on peut forcément maîtriser avec des moyens dans lesquels on va le réduire au fil du temps, puisque l'attaquant, lui, il réagit par rapport à l'exposition au risque de l'entreprise qui doit être attaquée. Et donc, on a quelque chose de mouvant dans ce qu'on veut protéger. Et donc, ça nécessite forcément, le sachant, le patron de la cybersécurité, c'est bien le RSSI, mais en même temps, la direction des risques est bien, et donc le risk manager, qui est bien le moteur de l'entreprise qui permet de financer et de couvrir ces risques. Et donc, je pense que ce mélange-là, il est très complémentaire. D'accord. Alors, troisième partie que je voulais aborder avec vous, donc gérer une crise, il y avait quand même le terme crise, on n'en a pas beaucoup parlé, un petit peu, mais pas complètement, on a beaucoup parlé de l'entreprise étendue. La crise, ça se prépare, ça on l'a un petit peu évoqué, et ça se gère, ça se pilote. Alors comment, avec qui pilote, qui gère la crise Bernard, on va commencer par toi pour une fois. Non. Je dirais quand on parle de crise, en réalité, il y a 3 temps. Il y a avant, pendant et après. Donc et ces 3 étapes, finalement, sont marquées par le besoin de partager de l'information utile et nécessaire au sein de la communauté d'intérêt. Au sein de l'entreprise étendue, on doit partager à la fois les démarches, les process, etc. De manière à ce que lorsque la crise survient, il y a un certain nombre de réflexes qui soient pris quasi automatiquement et qu'il y ait des relations techniques, des relations opérationnelles qui se déclenchent de manière réflexe. Donc pour faire ça, avant la crise, il faut s'entraîner, faire des exercices, partager de l'information sur comment les uns et les autres font, mais également tenir compte de la 3e phase, c'est-à-dire prendre tous les enseignements possibles des crises qui ont été subies par d'autres. Mais on peut facilement partager des informations, sachant que, je ne sais plus lequel d'entre vous a dit, il y a quand même aussi une part de confidentialité. On peut partager certaines informations, pas tout, mais il faut en avoir suffisamment. Enfin bon, il y a un juste milieu aussi. Mais la capacité à discerner l'information partageable de l'information non partageable, finalement, c'est dans les gènes, c'est dans le rôle de tout manager. Tout manager, quelle que soit la fonction dans l'entreprise, sait qu'il y a des informations partageables, d'autres qui sont non partageables. Ensuite, il faut être réaliste. Les circonstances peuvent faire que des informations normalement non partageables vont être partagées exceptionnellement avec des procédures de NDA particulières si nécessaire. Il y a la priorité à l'opérationnel qui est donnée. Et ça, c'est compris, accepté justement parce que, là, toi, tu parles en tant qu'opérationnel RSSI, qui va être dans une crise à gérer. Tu vas dire, moi, je vais accepter de partager des informations avec Olivier ou avec une autre personne de l'écosystème. Mais est-ce que ça, là, on comprend dans les étages supérieurs de l'entreprise et où il faut argumenter, il faut vraiment justifier. Ma réponse va concerner principalement les grandes entreprises. Parce que je vais parler de ce que je connais un petit peu. Dans les grandes entreprises, il y a des exercices de crise
Il y a des entraînements avec des entraînements à des crises de différentes intensités, de différentes portées. Et l'activation des échanges d'informations vers des tiers parties prenantes, que ces tiers parties prenantes fassent partie de l'entreprise étendue ou bien que ces tiers parties prenantes soient des régulations, ça fait partie des mécanismes classiques de la gestion de crise auxquels on s'entraîne de manière très régulière, en l'occurrence dans nos groupes respectifs au sein de la filière du nucléaire. D'accord. Philippe, le rôle du risk manager dans la gestion de crise. Alors déjà, je vais être un peu provocant. Qu'est-ce que c'est qu'une crise ? Qu'est-ce qui différencie la crise de l'incident ? La crise, c'est que c'est remonté au COMEX. Sinon, ça reste un incident. Donc, si c'est remonté au COMEX, c'est que ça devient très important. Donc, il faut le gérer. Ça tient en 146, vous pouvez le mettre. Il faut le gérer. Donc, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit, mais il y a un élément qui me paraît important, c'est la partie communication. Et aujourd'hui, on vit dans une société qui a profondément changé et où, par rapport à une époque précédente, où il était essentiel de ne rien dire, de ne pas communiquer, de garder au maximum ce genre d'informations pour soi. Aujourd'hui, on s'aperçoit que, de fait des réseaux sociaux, de fait d'avoir un nombre d'informations qui sont avec des canaux d'information qui sont plus ou moins non contrôlés, de l'information apparaît. Et qu'il y a presque plus de risques, dans le cas d'une crise, à ne pas communiquer qu'à communiquer. Alors, communiquer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire à la fois donner un état qui soit à la fois rassurant mais réaliste de la situation. Mais je pense qu'aussi, il y a un élément de quantification qui est important. Moi, quand j'ai été assureur dans une vie précédente, et très rapidement, lorsqu'il y a un tremblement de terre, un tsunami ou un cyclone, ce que l'on attend de la société d'assurance, c'est de communiquer très vite sur son exposition, et le montant financier qui va être relatif au sinistre. Ça c'est je dirais, quelque chose qui était dans leur DNA depuis très longtemps, et ça commence à venir dans les entreprises, dans le cas du cyber, de devoir communiquer. On l'a vu récemment avec un certain nombre d'entreprises qui ont communiqué officiellement sur une information financière, sur un impact relatif à une crise. Le problème, c'est comment est-ce que l'on quantifie cet impact-là ? Et il y a quelque part une vraie problématique dans ce sujet-là, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a une crise, comment est-ce qu'on quantifie cet impact ? Est-ce que c'est relatif uniquement à la période de la crise ? Aujourd'hui, ce que nous, on a fait en termes de recherche, et on a travaillé sur ces sujets-là depuis un certain temps, la phase de crise, ce n'est pas forcément la phase où il y a le plus d'impact financier. Parce qu'après la crise, il y a le retour à la normale. Et ce retour à la normale fait d'abord une partie de remédiation, on essaie de recoller les morceaux, et après il y a une partie de vigilance. L'ensemble de ces parties-là peut durer sur une année. Et alors, comment est-ce que l'on quantifie l'impact total de cette crise sur le fonctionnement de l'entreprise ? Que ce soit en termes d'investissement de sécurité, mais aussi peut-être en termes d'impact sur l'efficacité même de l'entreprise. Parce que, comme l'a dit Guillaume Poupard ce matin, il y a peut-être maintenant des réseaux qui vont plus être à plat, qui vont être plus compliqués à obtenir. Ça veut dire que l'information va être plus complexe à obtenir. Ça va avoir un impact sur l'efficacité de l'entreprise en tant que telle. Et donc, quand on doit quantifier tout ceci, c'est assez complexe, c'est pas normalisé. Les travaux que l'on mène en conjointement avec l'OCDE sur ces sujets-là sont très intéressants, parce qu'on s'aperçoit que, même au niveau des pays, il y a une véritable problématique de pouvoir quantifier quel est l'impact économique pour un pays suite à un incident cyber. C'est très complexe. Mais donc, il y a à la fois besoin d'avoir cette étude sur le long terme, et le besoin de communiquer très rapidement sur l'étendue d'un sinistre. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose où il faut qu'on ait le responsable de communication, le responsable financier et le risk manager qui soient très alignés avec le RSSI pour bien comprendre qu'est-ce que l'on va pouvoir communiquer.
D'accord. Olivier, tu voulais rajouter quelque chose? Tu me sentais réagir. Oui. Tu me connais trop bien, Florence. Bon, le premier point, c'est que je pense que dans un monde industriel, puisqu'on est tous les trois dans un monde industriel, ce qu'on veut éviter, c'est un mode commun. Donc, on va surtout pas remettre tous nos éléments les plus sensibles au même endroit. Donc ça, c'est les bases même de n'importe quelle conduite industrielle. Donc pour ceux d'entre vous qui sont dans la salle, dans le monde industriel, ils le savent très bien. Et donc en l'occurrence, il est hors de question qu'on ait une sorte de base dans laquelle l'ensemble des éléments difficiles à récupérer par disposition cloisonnée sont à disposition du COMEX. Ça serait très dangereux, ça serait l'élément qui intéresserait le plus cet accord. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, c'est pas, je pense pas que le critère dans nos mondes industriels soit c'est un incident et donc c'est le tout venant, et puis c'est une crise et donc le COMEX est au courant, parce qu'en l'occurrence, quand on reprend un certain nombre d'attaques qu'on a vues, je pense à certaines centrales iraniennes ou des choses comme ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas qui sont arrivées, le COMEX n'était pas prévu, et puis dommage au moment où c'est arrivé. Et donc à ce titre-là, ce qui est important, et je rejoins la définition de Bernard, c'est le fait qu'en fait on a des processus de gestion de crise qui existent depuis longtemps, qui sont des processus de gestion de crise pas informatiques, qui sont des processus de gestion d'un événement qui surviendrait, qui porterait atteinte aux fonctions du métier. Pour pouvoir améliorer ce processus, le but étant de ne pas arriver en crise, justement. Le but, c'est de intégrer l'ensemble des éléments qui nous permettent d'appréhender les crises potentielles, de les intégrer en retour d'expérience et d'améliorer au fur et à mesure ces processus en essayant d'imaginer ce qui pourrait arriver et qui n'était pas appréhendé. Puisque la différence entre le cyber et la sûreté, alors vous me pardonnerez si je fais un truc un peu, il y a des gens du nucléaire là, un peu basique, mais la sûreté, on va essayer d'appréhender quelque chose qui pourrait arriver sur un événement, on va dire naturel. Et donc voilà, on a prévu tous les cas. Un événement cyber, c'est un attaquant malveillant qui va essayer de contourner ces mécanismes-là. Donc il faut imaginer l'imaginable. Et c'est bien cet élément vertueux qu'on essaye d'améliorer au fur et à mesure dans ce processus, de manière à pouvoir avoir une vraie gestion de crise et de maintenir l'incident au niveau d'un incident. Et donc on va parler probablement d'une manière erronée dans le monde informatique d'une crise, mais du point de vue du métier, il va simplement gérer un incident informatique. Il n'aura pas d'impact parce qu'il aura prévu ses mesures palliatives par rapport à ça. Et le but du jeu, c'est ça, c'est d'avoir une gestion intelligente dans les professionnels de l'informatique, dans les moyens de défense, pour éviter de porter atteinte à la vraie fonction du métier. Alors tu me donnes le sujet suivant en fait. Moi ce que je voulais savoir c'est justement, on a eu des grosses crises de cyber il y a quelques mois, avec WannaCry, avec Petya. Est-ce que justement vous allez peut-être pas nous dire exactement comment ça s'est passé chez vous et s'il y a eu des impacts forts, mais qu'est-ce que ça vous a appris? Quelle expérience vous en tirez les uns et les autres? Bernard, tu veux commencer? Est-ce que, justement, en restant dans cette idée d'entreprise étendue, bien sûr, pour rester dans notre sujet. Bon, bien évidemment, vous imaginez bien que je ne vais pas vous décrire exactement comment on a réagi, ni quel a été le taux d'insuccès de l'agression. Ça sortira pas d'ici, de toute façon. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que nos dirigeants d'entreprise regardent BFM TV le samedi matin, qu'ils trouvent très vite les numéros de téléphone des RSSI, qu'ils savent se parler entre eux sur ces sujets-là, très vite, et que les RSSI savent se téléphoner entre eux aussi très vite. Donc ça, c'est le premier renseignement, c'est que les réseaux de confiance interpersonnels et interentreprise fonctionnent très très vite. Voilà. Donc la question ne se pose même pas. Immédiatement, c'est on appelle le partenaire, l'autre membre de l'entreprise étendue pour dire t'as vu quelque chose, parce que en général on se tutoie. Tu as vu quelque chose? Oui, non. Et ensuite, je peux pas continuer. Il faut faire partie de nos entreprises étendues pour connaître la suite. Mais on se parle très très vite. Les directions générales réagissent très très vite. Et d'autant plus que, je suis désolé de te contredire un tout petit peu, chez nous, même les incidents sont remontés au COMEX, oui. Et l'analyse des incidents est remontée au COMEX. Si on a déjà, je pense que dans les entreprises les plus matures, ce step est déjà franchi. Alors avant de laisser la parole à Olivier puis Philippe, puisque je sens, Olivier, que tu veux réagir aussi. Je suis d'accord avec lui. Bernard, tu m'avais dit quand on a préparé cette table ronde, en gestion de crise étendue, il y a avant et après, on devient très vite adulte.
On a passé encore une étape là avec ce qui s'est passé ces derniers mois ou c'était as usual? Alors je pense que malheureusement les entreprises qui ont été profondément affectées ont fait un bond en maturité à l'issue de la crise. Si je prends l'exemple d'Areva, qui a fait, c'est dans le domaine public, qui a fait l'objet d'une crise cyber il y a maintenant un certain nombre d'années. Bien évidemment, il y a une progression en maturité qui est accélérée. Parce que à ce moment-là, il y a une prise de conscience de la réalité de la menace et que la probabilité d'occurrence, là, c'est 1. C'est pas un pouillème, non, c'est 1. Et à partir de ce moment-là, au final, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une accélération des plans de progrès qui étaient parfois prévus, planifiés, budgétés sur des approches pluriannuelles. Eh bien là, les actions d'amélioration, elles se font à toute vitesse. Elles se font en accéléré. Donc ensuite, bon là maintenant, quand on regarde ce qui s'est passé, on peut dire quand même que il y a eu une montée en maturité, y compris des entreprises qui ont subi les cyberagressions parce qu'elles ont communiqué, je rejoins, elles ont communiqué tout de suite sur, voilà. Enfin, certaines toutes n'ont pas eu le choix non plus de communiquer. Quand l'usine est fermée, il faut bien expliquer pourquoi. Certes, mais les entreprises qui ont subi les agressions ont parlé très vite de valorisation des impacts, avec les limites qui ont été évoquées. Mais elles ont tout de suite parlé des chiffres, tout de suite parlé de l'argent, donc et des budgets. Donc ensuite, quand je dis il y a un jour avant et il y a un jour après, quand il y a une crise, c'est parce que les crises, quels que soient les domaines dans lesquels elles surviennent, elles soudent les équipes qui vont réussir à vaincre la crise, réussir à revenir à la normale. Et elle crée des liens interpersonnels, voire elle crée des liens interentreprises, voire même, dans notre cas, elle crée des liens avec les autorités de tutelle qui derrière décuplent au final les capacités de résistance et les capacités d'amélioration. D'accord. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut provoquer des crises. C'est ce que j'ai pas dit. Mais, On a compris. Philippe, peut-être un petit mot par rapport, un éclairage par rapport à ce qui s'est passé ou à des crises antérieures. Est-ce que justement ça vous a appris dans votre gestion de crise en entreprise étendue ? Je pense que ce sont des éléments qui nous permettent d'avoir l'oreille du top management, parce qu'effectivement, c'est quand même aussi au top management de donner l'impulsion, et ils le font. On le voit aujourd'hui, la digitalisation, elle est véritablement le moteur de la croissance économique des entreprises. C'est sur ces aspects de digitalisation que les dirigeants communiquent aux investisseurs de façon à permettre de prévoir des plans de croissance. Et toutes les crises qui sont extrêmement médiatiques participent donc à une prise de conscience également d'acteurs externes qui sont des investisseurs, des agences de notation, qui ont tout à fait maintenant le droit de poser des questions simples sur la qualité de la gestion du risque cyber dans les entreprises, parce qu'elle constitue justement la raison de la croissance de l'entreprise. Et donc, quelque part, petit à petit, la gestion du risque cyber, elle participe à la valorisation financière de l'entreprise en tant que telle. Et c'est dans ce cadre-là que on a effectivement un rôle à jouer. Vous le disiez tous les deux, les crises, il faut évidemment faire en sorte qu'elles n'arrivent pas. Et pour qu'elle n'arrive pas, c'est de pouvoir promouvoir cette gouvernance du risque cyber dans le sein de l'entreprise, qui est à la fois sur l'identification de l'exposition, sur la location des ressources la plus efficace possible pour permettre la résilience de l'entreprise, et également une gestion de l'assurance cyber qui va être le dernier pan de l'équation. Dernier maillon. Voilà. Merci. Olivier, rapidement, parce que si on veut laisser un tout petit peu de temps pour une ou deux questions. En complément, parce que j'abonde complètement en plus dans ce qui vient d'être dit par Philippe et Bernard. Deux choses. La première, c'est que Pétia, comme l'a dit Guillaume, l'a rappelé Guillaume ce matin, c'est quand même un follow the sun, ça a suivi le soleil. Et donc, il a géré au niveau de l'ANSSI, comme il l'expliquait, un certain nombre de choses au fur et à mesure que les gens revenaient au boulot. Et donc, on est bien dans une vision finalement qui est assez étendue, puisqu'on est sur des communautés d'intérêt. Et quand on est dans la communauté d'intérêt, donc là, j'ai plutôt répondre comme l'a fait Bernard, par rapport à un certain nombre, malheureusement, de membres du CESIN qui potentiellement ont eu un impact et sur lesquels on a pu échanger en interne, puisqu'on travaille en mode shutdown house.
il y a eu effectivement un certain nombre d'acteurs qui ont été touchés et donc ça les a impactés très rapidement. C'est-à-dire que vraiment ça a un côté assez terrifiant puisque pour ceux qui ont suivi les WannaCry et Petya, on commence avec quelques centaines de machines et très vite on est à 100 000 ou 200 000 et donc le volume est comme une vague, comme un tsunami qui fait le tour du monde. Et donc il y a un certain nombre d'acteurs et là c'est assez intéressant d'ailleurs d'être aux assises après ces événements où on a des agences qui étaient des structures sous-traitantes de grandes entreprises ou de petites entreprises qui ont été touchées et affectées par ce type d'attaque et qui disent on a remédié, on a réparé. Et les entreprises avec lesquelles on travaillait n'ont pas tout de suite accepté d'échanger des informations avec nous parce qu'elles n'avaient pas confiance. Et je pense qu'on rejoint, et je finirai là-dessus, ce qu'on a dit en introduction dans la définition de Bernard, c'est qu'on est bien dans la communauté de confiance et Petya et WannaCry ont prouvé que si on rompt cette communauté de confiance dans le cadre de l'entreprise étendue, automatiquement on a un arrêt des activités qu'on avait dans le cadre de ces fonctions. Et on a des failles. Merci. Alors merci à tous les trois. Il nous reste 5 minutes. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, allez-y fort. Jean-Pierre Ponterfort. J'ai l'impression, en vous entendre, et maintenant je vous connais bien, qu'on n'a rien appris depuis 20 ans. Parce que c'est toi qui l'as dit, Bernard, en gros, il faut une bonne vieille crise pour que le management s'évolue. C'est un peu à l'ancienne, quoi. Tant qu'on n'a pas perdu un disque, on ne fait pas de sauvegarde. Et comme le Toto qu'on a vu à la télé avec sa petite PME, il avait aucune sauvegarde, il a perdu le pompier, il avait 5 postes de travail, il s'était bloqué. Alors, et Philippe nous dit, on va préparer les crises, c'est comme ça qu'on s'en sort. Finalement, moi je sais plus ce qu'on va faire. On est un peu fichu. Comment il faut une bonne petite crise. Est-ce qu'il faut souhaiter avoir une petite crise mineure, un petit coup de WannaCry, mais pas trop, pour dire à notre manager, ou attention, on aurait pu avoir bien pire, les gars. Qui veut répondre rapidement ? Alors, sur je ne partage pas tout à fait ton point de vue. Enfin, le nombre de fois où je l'ai déjà dit depuis que je suis aux assises, je ne partage pas ce point de vue. Parce que depuis 20 ans, il y a quand même maintenant le fait que les directions générales ont pris conscience du fait que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et depuis 20 ans, on sait qu'il faut apprendre des succès et des échecs des autres. Et finalement, de manière un peu basique, c'est ce qu'on vient d'exprimer. C'est-à-dire que depuis 20 ans, il y a des gens qui subissent des crises, il y a des gens qui en tirent des enseignements, et il y a des gens qui progressent pour que, au final, la crise ne survienne pas, ou qu'elle soit réduite à un incident. Donc je pense que regardons le monde dans lequel on vit, regardons toutes les publications qui ont été faites, et puis traduisons ça dans notre propre gestion de crise, dans nos moyens, dans nos process, dans les compétences. Et en matière de compétences, on n'a pas eu le temps, mais ce que montre la crise, c'est qu'il faut avoir des savoir-faire, mais il faut aussi des savoir-être. Et c'est important, c'est-à-dire que le mode de gouvernance pendant une crise, c'est pas le mode de gouvernance traditionnel. On met un peu de côté temporairement le consensus pour aller à l'essentiel, et ensuite il faut savoir sortir de ce mode-là. Donc depuis 20 ans, on a appris tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, celui qui dit on n'a rien appris depuis 20 ans, je ne peux pas être d'accord avec ça. Et Jean, en complément, je pense qu'il y a un élément qui a changé, enfin il y en a deux. Un, je pense que le RSSI il est en train de devenir patron de la cybersécurité. On a vu quelques annonces pendant l'été sur des évolutions de poste, et je pense que de ce point de vue-là, il y a une vraie perception de l'importance de la fonction cybersécurité, et on est quand même des acteurs importants dans ce domaine. Et le deuxième point, c'est qu'on n'est jamais autant passé en COMEX et en comité de direction que ces derniers mois. Et ça aussi, c'est un changement fondamental qu'on ne voyait pas il y a 20 ans. Philippe, peut-être un complément par rapport à ce qui a été dit ? Je pense que aussi, mais je l'ai déjà dit, par rapport à ce qu'il y avait il y a 20 ans, aujourd'hui la part du digital dans l'entreprise est très différente, est un composant majeur de la croissance de l'entreprise. Elle est non seulement dans les computers, mais dans l'industrie elle-même. Et ça, c'est une différence majeure. Alors, encore une question, une seule. Je suis désolée. Allez-y. Oui, du coup, je voulais parler de l'entreprise étendue. En fait, on voit que les entreprises s'associent à plein de startups qui ont des idées innovantes, etc. Donc des toutes petites structures pour qui la cybersécurité, c'est la 15e roue du carrosse. 15e roue du carrosse, parce qu'ils ont plein de choses à faire à côté. Finalement, comment est-ce que vous arrivez à les intégrer avec un rythme assez important ?
Olivier. Donc par rapport à ça, on a plusieurs axes. Le premier axe, c'est qu'on a défini, parce qu'il y a tout plein de contraintes dans nos grandes structures, des conditions avec lesquelles on peut contracter rapidement, de manière à ce que ce ne soit pas des processus très compliqués, parce que quand on a des relations contractuelles, c'est plus facile de savoir comment on met en place un certain nombre de règles. Le deuxième point, c'est qu'on s'est rendu compte très rapidement, c'est toujours la même idée, entreprise étendue, on a des moyens en commun de manière à défendre des fonctions communes, et donc on a tout intérêt à expliquer et à faire bénéficier des startups en question de notre point de vue sur les moyens de sécurité à mettre en œuvre et sur la manière avec laquelle on se protège. Et donc elles sont enchantées d'avoir des grandes structures comme nous qui peuvent apporter un savoir-faire ou une expertise qu'elles n'ont pas forcément les moyens de se payer. On va s'arrêter là. Merci.